Hello à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose un lundi sur deux d'aller à la rencontre de talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors si vous appréciez ce travail, continuez. Après Alexandre Bloch et Héloïse Grimont-Pré, je vous invite à réécouter la conversation enregistrée avec Justine Thirier, la fondatrice de Slow Mode, la boutique vintage la plus cool de Lille, que vous pouvez retrouver au 63 rue Pierre-Mauroy. Pendant le confinement et après, Justine a continué à faire vivre sa boutique, que ce soit via des ventes exclusives sur le compte Instagram de Slow Mode, la création d'une collection Slow Mode par la valorisation des vêtements de seconde main qui sont pimpés avec des broderies sur le thème de la femme en Provence, et depuis le déconfinement, de nouveaux ateliers upcycling. Justine va également lancer une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank à la rentrée afin de lancer un atelier de customisation dans la boutique qui sera ouvert à tous. Je ne peux que vous conseiller de suivre l'actualité de Slow Mode pour accompagner Justine dans ses projets. Vous retrouverez toutes les informations sur Slow Mode dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Justine. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Merci de m'avoir invitée. Alors si je te rencontre aujourd'hui, c'est dans la continuité du premier épisode de Se lancer que j'avais fait avec Camille qui a lancé Green Deepact. Donc toi tu es le chapitre 2, Justine qui a lancé Slow Mode en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Exactement. Si tu veux bien, on va peut-être revenir d'abord sur ton parcours, que tu nous expliques ce que tu as fait avant. En effet, c'est vrai que c'est assez intéressant puisque c'est pas du tout lié à ce que je fais maintenant. Donc moi j'ai fait l'ESC Lille. Ensuite je suis partie dans le digital pendant 8 ans. J'ai travaillé en agence et les 2 dernières années de ma courte carrière du coup dans le digital ont été dédiées à la direction en fait, puisque j'étais directrice associée chez Lemon Interactive, une très belle agence de la région. Ensuite, j'ai décidé de me diriger vers le projet Slow Mode. D'accord. Et donc, c'était quoi tes missions auparavant ? Alors, au départ, j'étais sur la gestion de projet pur et dur, donc de site internet, comment faire le site, vraiment toute la relation client, gérer les plannings. Ensuite, j'ai évolué vers plus de business, donc vraiment soutenir des projets, imaginer les concepts, vraiment montrer aux prospects que ce site-là allait être plus qu'un site simple, qu'on allait vraiment les emmener dans une belle histoire, et déléguer du coup après une partie vraiment au chef de projet en disant voilà, on a signé pour autant de milliers d'euros. C'est pas en milliers, mais autant d'euros. Voilà ce qui est attendu. Et puis toujours faire le lien avec le client. Et puis ensuite, l'idée, ça a été de travailler sur le bien-être des collaborateurs au travail. C'est une agence qui a 23 collaborateurs. Donc et puis c'est important pour les 2 autres associés de Lemon de faire attention justement au bien-être des collaborateurs et puis travailler sur les chiffres, la rentabilité, c'est un vaste sujet en agence, un peu partout certainement, et la partie aussi réseau, donc aller dans des clubs d'entrepreneurs, dans des clubs d'affaires pour faire parler de l'agence, et puis aussi travailler sur la vision de l'entreprise, donc vraiment qu'est-ce qu'on va faire à 3 ans, dans quoi on emmène nos collaborateurs, comment faire pour qu'ils aient envie de nous suivre, et puis comment faire aussi pour que nous, associés, on ait envie d'être challengés et qu'on ait envie de continuer l'aventure. Ok, donc tu avais des missions assez larges et variées. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as un déclic, tu veux changer de vie ? C'est le congé maternité. D'accord. C'est un très grand déclic, généralement, en termes de carrière. Parce que, clairement, j'ai passé 8 ans dans le digital à être passionnée. Mais vraiment, j'ai travaillé énormément. Alors après, ça fait partie de mon éducation. J'ai été élevée par un père qui travaillait beaucoup et puis par un beau-père qui travaillait beaucoup. Ça a toujours été important pour moi.
Sauf que à un moment, j'ai dû m'arrêter avec mon congé maternité et je me suis rendu compte que j'allais très vite, trop vite et que je passais à côté aussi de certaines choses essentielles. Je me demandais comment j'allais faire pour élever mon enfant. Ça, c'était vraiment un point, puisque je partais à 7h et j'entrais à 20h. Donc en fait, concrètement, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps et j'aimais tellement, je suis tellement passionnée que c'était même pas du travail. C'était juste génial d'aller bosser tous les lundis matins. Je ne connais pas le cafard du dimanche soir. C'était vraiment... ça a été ma passion. Et à un moment, j'ai essayé de m'habiller quand j'étais enceinte, ce qui est pratique. Et j'ai ouvert mon dressing et je me suis rendu compte que j'avais des milliards de vêtements que je ne mettais jamais. Et pourtant, quand je n'étais pas enceinte, je me disais que j'avais rien à mettre. Sauf que là, enceinte, j'essayais de rentrer dedans et je ne rentrais plus dedans. Donc, de la frustration est arrivée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai autant de vêtements ? Et en reparcourant, en fait, je me suis dit, toutes les semaines, j'allais... dans des marques de fast fashion très méchantes, pour l'environnement en tout cas, me dire tiens, j'ai besoin d'un nouveau chemisier pour tel rendez-vous client, ah j'ai une soirée, il faut que j'aille m'acheter une robe. Je trouvais toujours quelque chose et c'était vraiment devenu un point un peu important. Et c'était aussi un petit côté, c'était ça me faire plaisir et sortir un peu de ma vie à 1000 à l'heure, c'était aller faire les magasins. Même si je faisais les magasins 1000 à l'heure, et je ne sais même pas si je prenais vraiment le fameux plaisir à faire du shopping. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. C'est quand même un peu bizarre, ça. C'est resté dans un coin de ma tête. Puis après, mon fils est né. Et une fois sa naissance arrivée, on a constaté une grosse augmentation des déchets avec les couches. Et pourtant, alors juste quand même, je ne l'ai pas dit, mais j'ai été sensibilisée à l'écologie par Raphaël, associé de l'agence, qui est un fervent défenseur justement de l'écologie, qui a mis toute l'agence en mode RSE, qui a vraiment... travailler sur ça, mais moi je me disais oui bon l'écologie, moi j'y connais rien, je suis nulle avec les plantes, j'ai pas la main verte, je connais pas donc et en fait je suis rentrée par le fait de faire attention à la planète, par ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les vêtements en fait. Ça peut paraître futile dit comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est ça qui m'a fait rentrer dedans. Donc j'ai vu tous les déchets, je me suis dit là il y a quand même un truc qui va pas. Entre-temps, je m'étais renseignée sur l'industrie de la fast fashion et voir le mal que ça faisait. J'ai regardé pas mal de documentaires aussi sur le sujet. Et je me suis dit, donc en fait, ça me fait pas plaisir de le faire, ça m'encombre. Et en plus, ça détruit des vies. Et en fait, ça diffuse du poison dans toute la Terre. Et en plus de ça, il y a des déchets. Donc je me suis dit, bon, je vais pas contraindre mon mari ni mon fils à ce changement. Je vais, moi, faire un travail sur moi et tester. Et c'était au moment où est sorti le défi Rien de neuf. Et du coup, en 2019, et du coup, je me suis dit, bah tiens, allez, je me lance. Non, c'était en 2018. Je me lance pendant un mois. J'avais fait un peu soft. Pendant un mois, je n'achète pas de vêtements. Mais si les gens qui me connaissent d'avant m'ont rayonné. C'est-à-dire que moi, à l'agence, me faisait livrer des cartons entiers de vêtements parce que quand j'achetais en e-commerce, j'achetais 2-3 vêtements, mais bon, j'en reprenais un peu plus parce qu'il de toute façon, comme il y avait déjà la livraison, bah autant y aller. Et je recevais souvent des colis quand même. C'était vraiment important. Donc là, pendant un mois, j'achète pas une seule pièce neuve. Et bon, déjà, c'était dur. Et en plus de ça, j'étais triste parce que je me baladais en ville. C'était quand même sympa de pouvoir aller faire les magasins. Et il n'y avait aucune solution. Il n'y avait pas vraiment de réponse. Il y a des friperies. Alors ça, j'ai toujours bien aimé. J'allais aussi pas mal chez Emmaüs pour les meubles et aussi parfois pour les vêtements, mais plutôt pour des grosses pièces. Et donc, le côté vintage me plaisait bien, sauf que habiller en total look vintage pour aller travailler, c'est pas évident, non, en tout cas. Et facile, encore, je suis en agence, donc c'est un peu la pub, la com, c'est un milieu qui est quand même assez cool en termes de dress code. On peut avoir un peu plus de folie. Mais donc, c'était pas possible. Et là, je me suis dit, mais je perds mon plaisir, il n'y a pas de solution, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, forcément, je me suis mise à Vinted, donc j'ai regardé, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui m'allait, à chaque fois, ça m'allait pas. Bon, c'était aussi en plus, Vinted, c'est quand même un peu galère. Enfin, je veux dire, entre les photos qui sont pas jolies, tu passes un temps monstrueux, enfin, je trouve que c'est pas hyper pratique, en tout cas. Et du coup... je me suis vraiment prise au jeu et de me dire mais il faut que je trouve une solution à ce point-là. Et en fait, mon travail, c'était vraiment d'analyser les marques et de trouver des solutions et des concepts. Donc en fait, je me suis prise au jeu, j'étais en congé maternité, j'ai cherché, j'ai travaillé sur ça. Et donc j'ai fait, en bonne consultante que je suis, un PowerPoint en me disant tiens, ça c'est le constat, ça c'est les problèmes. Et en fait, j'ai adoré ce que j'étais en train de travailler et je me suis dit mais moi je veux le faire, je suis investie, je sens que je dois vraiment changer ma façon de consommer.
il n'y a pas de solution, je vais essayer de créer ma solution, ou en tout cas une boutique où moi, au moins, je pourrais me trouver des vêtements. Je ne sais pas si on me suivra, mais moi, en tout cas, j'ai envie d'essayer. Et c'est comme ça, en fait, que le projet Slow Mode est né. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver un endroit dans lequel on se sente bien, dans lequel on trouve des vêtements de seconde main, qui soient quand même à la mode et aussi dans un rapport qualité-prix intéressant. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que oui, la fast fashion est mauvaise. Oui, il y a une mode éthique qui est là, mais la mode éthique n'est pas toujours accessible en termes de prix. Et moi, je regardais acheter des bodys en coton bio à 18 €, c'était pas évident quand on voit ce qu'ils en font derrière. Et encore, en plus, on sait même pas si finalement le coton bio, c'est vraiment la solution. Donc, c'était compliqué. Et j'ai du coup enquêté. Je suis allée faire des tests dans différentes villes et j'ai parlé avec les gens dans la rue. Je leur disais, voilà, est-ce que ça vous intéresserait, une boutique? Alors, c'était un peu bizarre. Je pense qu'on m'a un peu pris pour une folle. Mais bon, je me suis dit, c'était le meilleur moyen de tester parce que j'en parlais un peu autour de moi. Les gens me disaient, ah oui, pourquoi pas? Mais il y avait peut-être la politesse dans le sujet, dans la réponse. Donc, je me suis dit, je vais me confronter aux vrais gens de la vraie vie parce que c'est un vrai projet de la vraie vie. Et donc, je suis allée... donc j'ai réussi à faire garder mon fils pendant mon congé mat le temps d'une petite journée. Et donc, je suis allée, avec ma maman d'ailleurs, faire des tests dans la rue. On a interrogé des personnes et on m'a beaucoup répondu « Ah non, mais carrément, c'est super bien la seconde main. » Parce que moi, j'aimais bien, mais je ne savais pas si les gens allaient adhérer et si on n'allait pas me dire « Oh, mais la seconde main, c'est sale, j'y crois pas trop. » Et en fait, les gens me disaient « Non, mais carrément, pourquoi pas ?» Et j'ai aussi eu... oui, enfin bon, les problèmes... Moi, je viendrais parce que c'est pas cher, mais bon, l'écologie, c'est un problème de riche, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux... Si déjà j'arrive à habiller mon enfant, c'est important, c'est déjà l'essentiel. Alors derrière, ce que ça fait par d'autres enfants et autres, moi, c'est pas le sujet. Donc, je me suis dit, OK, il y a un... Et en fait, on ne peut pas taper sur ce genre de réaction parce que c'est complètement normal et qu'en fait, moi, je découvrais ça. 2 mois avant, j'avais plus ou moins la même pensée. Et voilà, donc je me suis dit, en fait, j'ai cette prise de conscience-là. Il y a déjà des très grands qui l'ont ici. Et je pense qu'en fait, tous ensemble, on doit essayer de cheminer pour amener les gens à changer leur comportement. Et surtout, jamais être vraiment... démago et essayer de dire il faut changer. On l'a vu avec les crises qu'il y a eu à ce moment-là, parce qu'en plus c'était en pleine crise des Gilets jaunes qui partaient quand même d'un problème autour de l'essence et donc de l'écologie. Et du coup, je me disais, mais en fait, il faut qu'on arrête de dire aux gens, il faut faire ça. Je pense que tout le monde est de bonne volonté, plus ou moins. Après, il y en a 2-3 qui sont vraiment climato-sceptiques, enfin 2-3... plusieurs millions, mais qui sont vraiment climato-sceptiques. Mais je pense que dans l'ensemble, on a envie d'être dans cette bonne démarche-là. Sauf qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens ou la connaissance ou l'accès à ça. Et donc, je me suis dit, ce serait trop cool d'avoir un endroit comme ça où c'est décomplexé, où on ne se prend pas la tête et où on se dit, voilà, je fais un geste déjà pour ma planète. Ça rime. Voilà. C'est beau. Voilà. Et du coup, comment tu as fait pour trouver l'endroit? Parce que donc, ta boutique, elle est donc rue de Paris, maintenant c'est rue Pierre-Mauroy, juste en face du centre commercial des Tanneurs. Donc c'est quand même un emplacement qui est vraiment sympa. En plus, avec le grand playground en face qui draine quand même pas mal de monde. Comment tu l'as trouvé? Alors, j'ai harcelé des agents immobiliers. D'accord. J'ai guetté Ce Loger, Le Bon Coin. J'ai regardé un peu partout. Et en fait, je me posais une grosse question. C'était est-ce que je dois être dans l'île ou est-ce que je dois être en périphérie? Parce que moi, je m'adresse vraiment à la famille. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas plus simple pour les parents de venir dans un endroit où il y a un parking? Je suis très mauvaise en créneau. Et du coup, je me disais, c'est quand même bien fait, ces petites zones commerciales qu'on a là, où tu arrives sur ton parking et puis tu descends, tu vas dans tes magasins. Sauf qu'en fait, ces grandes zones-là étaient complètement inaccessibles en termes de budget, parce qu'une demande de louer des surfaces de 400 mètres carrés, ce qui est juste irréalisable. Voilà. Et du coup, à force en fait de tanner des agents IMO, parce qu'on m'a pas rappelé, on m'a pas cru, je pense au début. On s'est dit tiens, oui, elle a un petit projet là, c'est bizarre, bon. Et vraiment, aucun agent IMO me rappelait. Et donc, à force de harcèlement, j'ai fini par réussir à en avoir un, en fait, à un moment qui m'a rappelé. Et à ce moment-là, il y avait le local dans lequel je suis maintenant qui était dispo. Et je l'ai visité et je suis entrée et j'ai dit, c'est ça, c'est celui-là. J'étais comme une dingue. Je suis rentrée, je me souviens, j'ai rappelé mon mari, j'ai dit, non, mais là, c'est bon, j'ai trouvé... Et j'étais encore en poste, en fait, à ce moment-là. D'accord. En fait, je suis rentrée de congé maternité en janvier et j'ai tout de suite dit à mes associés que
que j'avais ce projet en tête, que c'était plus fort que tout, je ne savais pas me l'expliquer, que oui, je suis une passionnée du digital et vraiment des concepts et tout ça, ça me plaît. Mais là, il y a un truc plus fort que j'avais vraiment du mal et que j'ai encore du mal à m'expliquer. En fait, j'ai eu besoin de le faire, ce projet. Et du coup, c'était compliqué parce que je suis associée depuis 2 ans, donc je pense qu'ils ne s'imaginaient pas me voir partir. Et puis en plus, j'avais un peu travaillé pendant mon congé mat, donc je n'ai jamais trop montré que j'étais sur le départ. Et sauf qu'en fait, je devais travailler sur la vision à 3 ans avec eux et que je ne me voyais pas commencer à travailler sur une vision, tout en sachant qu'en fait, j'allais pas rester. Et donc, c'était plus sain. Et puis, de toute façon, je ne sais pas mentir, en fait. Je suis complètement entière, donc ils l'auraient vu au bout de 2 jours. Puis, je ne sais pas garder de secret non plus. Donc, voilà. Et donc, du coup, une fois, donc, j'avais commencé à entamer les négociations de départ avec eux. Et en fait, j'avais pas forcément mis de date. J'avais dit que ce serait bien pour mai ou septembre, c'était un peu... Et puis en fait, ce local étant trouvé fin mars, ça a été le déclencheur en fait, en tout cas l'accélérateur du projet. Entre-temps, j'allais dire j'allais négocier, mais non, ils m'ont proposé, l'agence m'a proposé de travailler 1 jour par semaine sur le projet. Parce que j'étais frustrée, j'avais ce projet, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de le faire, mais moi j'avais aussi tout le mon métier, autour, quoi, ouais, et puis la vie de nouvelle maman, voilà, tout ça. Et donc je me disais, je vais bosser le week-end sur le sujet, mais j'y arrivais pas. Et donc du coup, j'avais 1 jour par semaine pour bosser sur le sujet. Et ces journées-là, je l'ai passé à aller faire le tour de tous les centres de collecte, parce que je l'ai pas, j'en parlerai peut-être après, mais du coup, les vêtements viennent de centres de collecte, et c'était important pour moi de vraiment bien les rencontrer et d'avoir des bonnes relations. Donc du coup, en fait, je passais une journée par semaine sur les routes de France pour chercher des bons centres de collecte. Et voilà, une fois ce local trouvé, le projet s'est vraiment lancé à 100%. Donc j'ai quitté l'agence au mois de mai. Et j'ai ouvert en septembre, donc ce qui m'a laissé peu de mois pour faire tous les travaux. Oui, j'allais dire, parce que la boutique, je mettrai des liens et des photos, elle est super jolie, c'est hyper cosy, on s'y sent bien, il y a des cabines d'essayage, elles sont sympas, voilà, il y a quand même eu un gros boulot. Oui, j'ai été un peu stressée pendant ces temps-là. Oui, en fait, alors j'avais déjà tout en tête depuis novembre, mais bon, c'était en tête et sur le papier d'un PowerPoint, mais c'était pas non plus en vrai. Et j'avais commencé, parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir de ne pas acheter de neuf, même pour la déco. Donc du coup, j'avais commencé donc tous les dimanches matins à 7h30, je partais, après le biberon, je partais faire une braderie et je revenais avec des trucs et j'entassais le garage et mon mari me disait waouh, un jour ça va sortir de mon garage, ce sera bien. Et oui, ça s'est fait assez vite, c'est sûr. Et donc, donc pour revenir sur la partie donc, où tu trouves tes vêtements, parce que ça m'intéressait aussi, parce que c'est vrai que sur ton site, même dans différentes interviews, tu dis que c'est des centres de collecte, donc ça fait aussi appel à des personnes qui sont en réinsertion. Oui, donc il y a aussi un impact social de passer par ces centres-là. En plus, les vêtements que tu proposes, je trouve qu'ils sont super beaux. Enfin, c'est des beaux vêtements. Enfin, c'est pas, t'as pas l'impression que tu rentres dans une friperie, clairement. C'est le but. Donc, ça demande quand même un gros travail de sélection à la base, j'imagine. Oui, en effet. Alors, j'ai été aussi vraiment sensibilisée au mois de mai. Alors, j'étais déjà en train de travailler sur mon projet. J'ai hésité au départ, c'était plus aussi sur du vide dressing parce que quand en novembre, en septembre-novembre, j'avais regardé mon placard et qu'il était vraiment blindé de vêtements, je me suis dit, je vais essayer de les revendre. Et puis, c'était compliqué. Et je me suis dit, je ne dois pas être dans ce cas-là. Donc, au départ, c'était vraiment d'avoir un côté vide dressing dans la boutique et donc de rachat de vêtements aux côtés des particuliers. Et puis, au mois de mai, je me disais, je ne sais pas si ça sera bien. Puis, en fait, je me retrouverais dans une position où je dois négocier des prix avec des gens. Et moi, je voulais être dans un projet de solidarité, de lien humain et pas du tout pas de conflit. Mais bon, la négociation, c'est quand même toujours une partie. Moi, je voulais vraiment être dans un projet d'amour. C'est un peu bizarre, mais voilà, de pas être toujours en confrontation. Et du coup, au mois de mai, il y a les Fashion Green Days qui ont été créés, qui ont été lancés par Norcrea, qui est une magnifique asso dans laquelle je suis et qui m'a fortement aidée sur le lancement du projet. Parce qu'en fait, j'ai quitté mon boulot au mois de mai et je suis rentrée dans l'asso. J'ai essayé de donner le plus de temps que j'avais parce que les Fashion Green Days étaient à la fin du mois de mai. Donc du coup, j'ai vraiment baigné dans l'univers Norcrea parce qu'ils sont hyper accueillants.
Et du coup, j'ai entendu parler des centres de collecte un peu à cette occasion-là. Je les avais déjà un peu visités avant, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment de la réinsertion derrière? Et donc, j'avais fait pas mal de visites, mais je démarrais dans ce milieu-là. Moi, j'arrivais avec mon petit ordinateur, mon petit PowerPoint. Les mecs, ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a rien à voir dans le milieu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu rediscuter pendant les Fashion Green Days avec des personnes qui gèrent des centres de collecte et revenir après vers les fameux centres de collecte maintenant avec lesquels je travaille parce que j'avais les bons langages, j'avais la bonne façon aussi de poser mes questions et tout ça. Et donc, oui, c'était génial pour moi parce que j'ai pu aller visiter ces centres-là et voir qu'il y avait vraiment de l'emploi en réinsertion, qu'il y avait une vraie politique derrière de réemploi, que c'était pas juste parce que c'était pas cher. Ouais. Et en fait, ce que j'aime, c'est que les 2 des centres avec lesquels je travaille, je les connais, je les appelle par leur prénom. Je sais que telle sélection, c'est telle personne qui l'a fait et l'autre, c'est telle personne. Et ça, c'est super bien parce que c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment de l'humain. Ça, c'est important pour moi. Et alors, pour la sélection, en fait, en général, le premier tri, en fait, ça s'appelle... Moi, j'achète de la crème, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que c'est pas abîmé, pas taché, pas troué. Et après, il y a un deuxième critère qui est, le mien en tout cas, c'est des vêtements, alors, soit dans l'air du temps. Donc, j'avais donné une liste de marques que j'aimais bien, que j'aimerais bien avoir dans mon tri, soit vintage. Et dans le vintage, moi, je suis plus sur les années 70 parce que c'est quelque chose qui me parle le plus. Il s'avère qu'en fait, ça tombe bien parce que c'est un peu dans les tendances de mode de maintenant, mais je ne sais pas si c'est un pur hasard, mais en tout cas, moi, ça me parlait bien. Oui, parce que j'ai aussi décidé de faire un projet où j'aimais tout ce que je faisais. Donc, du coup, je ne voulais pas m'imposer de contraintes. Et quand je voyais les vêtements vintage des années 70, ça me faisait tellement vibrer que je me suis dit, c'est sûr, il faut qu'il y en ait un peu. Et voilà, et donc le tri, on l'a bossé ensemble, en fait, au fur et à mesure des livraisons. Je disais, ça, c'est moins bien, tu vois, ça, j'aime pas trop. Pour les enfants, j'aimerais bien pas avoir trop de choses comme ça. Je pense que c'est plutôt... Moi, en tout cas, ce qui me plairait, c'est ça. Et en fait, c'est génial, parce qu'en soi, c'est pas trop comme ça. Mais je suis tombée sur un centre qui est, notamment un des 2, qui est formidable et qui vraiment m'aide à me mettre le pied à l'étrier parce que je suis pas du tout de ce milieu-là et qui m'aide vraiment à me dire voilà, on te fait un truc spécial pour toi parce qu'on a envie de t'aider et on a envie d'aider les jeunes entrepreneurs. Et du coup, tu parlais de Norcrea. Est-ce que tu as été accompagnée par Norcrea, mais est-ce qu'il y avait d'autres associations ou structures qui t'ont accompagnée? Oui, j'ai été accompagnée par la BGE. Au mois de février, je suis allée les voir et donc du coup j'ai été accompagnée par eux sur le business plan. Alors j'avais téléchargé un business plan gratuit en ligne. Bon, c'est bien, ça permet de se faire déjà à la main, mais c'est quand même mieux d'avoir l'expert quand même qui regarde. Et ça m'a permis aussi d'être autant sur la présentation, sur le concept et l'approvisionnement et tout ça. J'étais plus ou moins sûre de moi. Par contre, aller présenter mon prévisionnel à un banquier, j'étais complètement angoissée. Je me disais, non, mais il va voir qu'il y a un truc bizarre, je sais pas, je ne maîtrisais pas tous les chiffres. Et donc, du coup, d'avoir vraiment travaillé le prévisionnel avec la BGE, ça a été d'une grande aide. Et en plus, vis-à-vis des banques, quand ils voient un dossier écrit BGE, il y a aussi une certaine bienveillance qui se met en place. Et je pense aussi que les banques ont envie d'aider les entrepreneurs, généralement. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est clairement la position de directrice associée avant. Je pense que ça, sur le dossier, ça a dû peser. Et après, j'ai été aussi aidée j'ai eu un prêt d'honneur par Lille Initiative Métropole Sud. C'est bien, je l'ai dit dans le bon sens, parce que parfois j'ai toujours... non, Lille Métropole Initiative Sud. Et en fait, pour obtenir ce prêt d'honneur, il y a plusieurs rendez-vous au préalable où on teste vraiment la véracité, la faisabilité du projet. Comme là, il y a de l'argent en jeu, il y a aussi un regard qui est quand même vraiment plus financier. Et on a rechallengé les chiffres et tout ça. Et c'est aussi ça qui m'a permis derrière d'avoir mon prêt bancaire. Super. Et en plus donc de la boutique, tu proposes aussi des ateliers et tu fais quand même cette partie vide dressing de temps en temps. C'est ça. En fait, l'idée, le mode, ça a ouvert en septembre avec des vêtements de seconde main, mais peut-être que dans 3 mois, ce sera plus la même activité. En tout cas, pas que des vêtements de seconde main. Je le vois vraiment comme un laboratoire d'expérience autour de la mode circulaire. L'idée, c'est de trouver ensemble et de tester ensemble toutes les solutions qui vont nous permettre de mieux consommer de la mode et aussi d'apporter une réponse écologique accessible. Moi, c'est le côté famille accessible, il est hyper important. Et donc, j'ai ouvert avec la seconde main et puis petit à petit, j'ai proposé des ateliers d'upcycling. Alors, pas réalisés par moi, réalisés par des pros, parce qu'à un moment, c'est vraiment le jeu aussi, c'est ça, c'est d'ouvrir le lieu à tous.
Et donc, du coup, on fait des ateliers pour faire des éponges tawashi, donc à partir de collants, plutôt dans une optique zéro déchet. Des ateliers de broderie. Vous avez une petite chemise blanche toute simple, vous avez envie de broder sur le col. Voilà, des ateliers on a fait pour faire sa chaussette de Noël. Voilà, l'idée, atelier aussi parents-enfants. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser avec des vêtements qu'on aurait jetés avant. Et il y a aussi la partie vide dressing. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir déposer vos vêtements. C'est une personne par semaine pour aussi valoriser cette personne-là, valoriser le dressing. Et ça permet vraiment de montrer que la boutique change d'une semaine à l'autre. Les vêtements tournent assez vite. Et au moins, la partie... Mais bon, il y a toujours des choses qui restent d'une semaine à l'autre. Mais au moins, la partie du centre de la boutique, c'est que du vide dressing. Et du coup, on est sûr que ça change vraiment tout le temps d'une semaine à l'autre. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des super clientes, vraiment adorables, qui revenaient toutes les semaines, voire parfois plusieurs fois par semaine. C'est sur leur route la pause déjeuner, donc c'est trop chouette. Ça permet de créer un vrai lien. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est important pour ces personnes-là aussi d'avoir du renouveau assez souvent. Même si je précise que je ne suis pas pour qu'on consomme trop. Et ça, c'est important parce que quand les personnes essaient, je demande si elles le veulent. Voilà, est-ce que vous voulez un avis et tout ça? Elles me disent, je ne sais pas, j'hésite. Et si je sens que la personne hésite, je dis, ne le prenez pas. Parce qu'en fait, vous n'allez pas lui donner une seconde vie. Moi, ce que je veux, c'est que ces vêtements ressortent de là et soient reportés. Ça fera le plaisir, mais 1000 fois plus le plaisir de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ça, c'est quand même vraiment important. Et c'est aussi le rôle de tous les magasins, c'est de sensibiliser à ça, sur le fait de se dire arrêtons de trop consommer. D'acheter pour acheter. Mais acheter pour acheter. J'ai des personnes qui m'ont dit à ce prix-là, faut que je l'achète. Et là, j'ai dit non, mais pas du tout en fait. Enfin, clairement, c'est pas la bonne boutique pour dire ça. C'est pas comme ça. Alors, je le dis pas si violemment parce que le c'est pas comme ça, il est trop moralisateur, mais il faut vraiment retravailler sa façon de consommer. Et du coup, j'ai essayé beaucoup de sensibiliser sur ce sujet-là aussi. Parce que du coup, les prix en boutique, c'est quoi? C'est entre 5 et 30 et après, des manteaux, ça va peut-être être environ 50 €, c'est à peu près ça? Même moi, en fait, les hauts commencent à 6 €, les petits chemisiers assez légers, plutôt de marque fast fashion, c'est plutôt entre 6 et 8 €. Les pulls, pareil, fast fashion, tout ça, ça va être entre 8 et 12. En fait, c'est moins 60% du prix. D'accord. Et comme j'ai été une très très grande acheteuse par ma vie d'avant, j'ai une bonne idée. Il y a des gens qui me disent non mais comment vous savez le prix? Je dis non mais ça c'est sûr, c'est du 19,95. Peut-être ta cartographie mentale. Je me suis dit, c'est ce que j'ai dit à ma maman. Tu vois maman, toutes ces années de shopping n'ont pas servi à rien quand même. Ça m'a permis derrière de. J'ai la référence. J'ai des références. Et du coup, c'est à peu près moins 70% des prix. Et les vêtements, les manteaux sont plutôt aux alentours de 40 € mais. Maxi, il y en a qui sont un peu plus élevés, c'est parce que c'est de la laine, enfin c'est du pur laine ou une matière... oui, c'est une qualité un peu différente, d'accord. Et pour les enfants, ça commence à 2 €. Donc là, c'est compliqué de faire plus bas. Et 2 €, ça va être tous les petits accessoires, des petits t-shirts. Et les bas, c'est des prix fixes. Donc les bas sont entre 4 et 5 € et les chemises entre 4 et 6 €. Quoi. Donc donc c'est accessible. C'est accessible. Ouais. C'est accessible et ça permet vraiment de changer, sa façon de consommer et de ne pas aller acheter dans une marque de fast fashion quelque chose de neuf pour un enfant qui ne le portera pas longtemps. Mon fils, il est clairement aussi à l'origine du déclic-là. C'est-à-dire que quand il est né, on a eu des cadeaux de naissance et j'avais même pas le temps de lui mettre, que c'était déjà trop petit et c'était pas abîmé. Alors forcément, entre... 0 et 1 an, il marche pas encore beaucoup. Enfin, il y a pas. Après, je pense que c'est plus compliqué. Je ne suis pas encore dans cette étape-là. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces vêtements? Donc du coup, on se les prête en fait entre copines. Mais sinon, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce projet-là, en me disant, faut qu'on puisse donner ces vêtements-là et que ce soit plus accessible. Et ton modèle économique, enfin, je veux dire. On a parlé beaucoup de toi, tu as eu une belle couverture média, ça c'est plutôt sympa, ça permet aussi de faire connaître la boutique, d'avoir du trafic dans la boutique. Complètement. Comment tu te rémunères? Comment ça marche concrètement? Alors en fait c'est assez marrant parce que ça fonctionne comme de l'achat classique d'un magasin de vêtements. C'est-à-dire que moi j'achète au kilo.
à mes centres, c'est pas mes centres, au centre de collecte. Et ensuite, je le revends en boutique. Donc, il y a dans ça, il y a toute la partie taxe, la partie transport aussi, parce qu'en fait, le relais, qui n'est pas un de mes centres de collecte, est implanté entièrement dans le Nord. Donc, du coup, le relais travaille avec ces boutiques, ce qui est normal, et donc ne travaille pas avec moi. Donc, du coup, j'ai dû m'excentrer et vraiment aller un peu plus loin en France. Donc, il y a un petit peu de transport. Alors, pour éviter justement de faire trop de transport, je fais une seule livraison par mois. D'accord. Et du coup, les sacs arrivent et tu les tries au fil de l'eau. Je trie au fil de l'eau. Ça me fait mon sport du mois parce que c'est des sacs de 25 kilos. Donc, c'est à voir. Si tu passes au début du mois devant la boutique un matin vers 10h, je suis là en train de galérer à ramener tous mes sacs. Et du coup, sur le modèle économique, pour le vêtement de seconde main, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est de l'achat-revente. Et après, pour le vide dressing, là, il y a 30% de commission. En dépôt-vente, généralement, c'est 50-50. Tu déposes une chemise à 50 €, la boutique repart avec 25 et toi, tu repars avec 25 €. Moi, je trouvais que c'était quand même un peu élevé. Après, je vis pas que de ça non plus. Donc, c'est pour ça que je peux le faire aussi en mode 30%. Le vide dressing, je l'ai vraiment fait en mode... aussi pour les clientes, quoi, pour que ça change. Oui, complémentaire. Et aussi parce qu'en fait, je pense que 70% des gens qui entrent dans la boutique me demandent si je fais des pots-ventes. Et donc, du coup, moi, je me dis, bon, il y a un truc quand même, parce que là, tout le monde veut vendre ses vêtements. Donc, essayons au moins le vide dressing. Et après, sur les ateliers, je prends une partie de commission sur le prix, pour le prix que les personnes payent. D'accord. Voilà. C'est assez classique. Oui, ça va, c'est pas... Non. Pas plein de divisions, de bidules et tout. Non. C'est aussi pour ça que le vide dressing, d'ailleurs, j'en fais que un par semaine, parce qu'en fait, sinon, ça deviendrait plus le même métier de commencer à gérer, à étiqueter. Moi, j'ai fait les choses très, très simplement. La boutique, il n'y a pas d'étiquette prix. Enfin, étiquette papier, c'est des bouts de laine qui indiquent le prix. Parce qu'en fait, clairement, quand je me suis lancée, j'ai vu le prix le prix de la caisse pour enregistrer. Après, il y avait la bipette. Après, il y avait l'imprimante avec les étiquettes et tout ça. Je me suis dit, mais alors déjà, ça va pas, c'est pas ce que je veux. Et je voulais trouver un système un peu plus vertueux, un peu plus humain, en fait. Et du coup, rien que de raconter aux gens l'histoire d'un petit bout de laine, ça crée un premier contact. Et moi, c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, c'est pour avoir du contact avec les gens. Et donc, partir sur un vide dressing avec plusieurs personnes et tout, ça aurait été un nouveau métier. Oui, autre chose. Mais je ne suis pas contre, c'est dans les projets peut-être un jour. Mais pour l'instant, en ouvrant, c'était ça qui est important pour moi. Et donc au bout de... Allez, on est presque à 6 mois. Oui, un peu moins. Un petit peu moins, allez. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ce début ? Je retiens que c'est génial. En fait, les gens sont adorables. J'ai vraiment très peu de mauvais souvenirs en boutique. À chaque fois, j'ai dire que des filles, parce que c'est quand même beaucoup de filles, qui sont hyper contentes, qui me font des retours positifs. Parfois, j'en ai des négatifs et c'est génial, en fait, parce que c'est ce que je dis et j'ai besoin de ça pour avancer, parce que j'ai pas vraiment de recul. Là, maintenant, j'ai des personnes avec moi dans l'équipe, donc du coup, j'ai un œil extérieur. Mais bon, après, quand tu es toute seule dans ton truc, tu sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Moi, la première semaine où j'ai ouvert, je voulais tout changer. La déco, ça allait pas. Je voulais rechanger. Enfin, et en fait, je me suis dit, non mais respire, slow mode. On se met en mode... Et du coup, je suis contente parce que ça fonctionne bien en termes de chiffres aussi. Donc, c'est aussi de montrer que c'est pas une idée complètement farfelue et que, en fait... que économiquement, c'est viable. Alors, c'est viable là sur les 6 premiers mois. Peut-être qu'au mois d'août, ce sera plus compliqué. Enfin, voilà, j'ai pas encore de vision sur la saisonnalité. Je sais pas si j'ai une saisonnalité, d'ailleurs. Là, j'ai remarqué, je pense, avec les soldes, c'est vide. Donc, c'est parce qu'en fait, je pense que les gens vont dans les enseignes où il y a des soldes, où il y a des choses. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est bien parce que l'accueil est bien. Comme je suis... une boutique, seule en tout cas, je suis assez agile. J'ai un entourage top fait par exemple de Revive Clothing que Yolande a créé, qui récupère des invendus de magasins lillois pour les customiser, qui était venu me voir un jour, et Luc de Grande Playground en face aussi, et puis il se disait ce serait cool de faire quelque chose ensemble. Et puis on s'est dit mais tiens, il y a le Black Friday qui va arriver, c'est vraiment pas bien de parler du Black Friday, et on l'a tourné en mode on fait une Green Week, et ensemble très très vite de façon
façon très agile. On a su créer quelque chose autour de ça. On a mis aussi Elle Market et Coco Friendly dans la boucle parce qu'on estime que c'est des boutiques aussi qui sont comme ça. On a appelé aussi d'autres commerçants à faire partie du réseau. Alors concrètement, on l'a fait en moins d'un mois, donc on le fera mieux organiser l'année prochaine. Mais ce que j'aime avec cette boutique, c'est l'accueil, le fait de pouvoir bouger assez facilement, d'être assez agile. Sur ça, au mois de novembre, on a mis en place de la location dans la boutique. On l'a testé avec Lumi, qui est une jeune société de location de vêtements. C'est vraiment super parce que on se permet, alors je dis on parce qu'on est plusieurs, mais on se permet de tester des choses et les filles et les gars quand même un peu aussi le rendent hyper bien dans la boutique. Et puis ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup sur moi parce qu'en fait, j'ai créé Slow Mode avec un peu l'ancienne Justine en mode taré du travail, qui avance à 1000 à l'heure, qui s'épuise et qui, au mois de novembre, passe son temps à être malade de semaine en semaine parce qu'en fait, j'étais épuisée au bout du rouleau et que j'ai trop tiré. Et je me suis remise dans le mode de ce que je faisais avant, qui était de trop tirer sur la corde et de ne pas écouter mon corps et tout. Pourtant, j'avais fait pas mal de développement personnel puisque le local, je l'ai eu en mai, mais le temps de faire les travaux et tout ça, j'avais un peu de temps quand même pour moi. Et donc, je passais beaucoup de temps à marcher pour conduire mon fils chez la nounou et à écouter des podcasts de développement personnel. Et je me disais, allez, Justine, on prend sur soi, on essaie de ne pas faire le bulldozer. Et en fait, mais voilà, j'ai ouvert en septembre. Le 12 septembre, parce que j'avais dit que ce serait le 9 et que ça n'a pas été le 9. Et du coup, il fallait que ce soit à tout prix de 12. Je me suis vraiment fait violence et tout ça. Et puis à un moment, je me suis dit, écoute, détends-toi, passe vraiment en mode cool, en mode plus slow. Et c'est aussi ce que j'ai envie maintenant de partager un peu plus dans la boutique. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais peut-être de travailler autour de conférences sur ce sujet-là. Ou... Je ne sais pas ce qu'on pourra faire demain à ce sujet-là, mais... j'ai essayé, en tout cas moi, de trouver une solution sur le côté habillons-nous sans acheter des vêtements neufs. Si on peut aussi amener des gens à essayer de passer en mode plus cool, ce serait bien. Mais bon, ça, c'est encore un vaste sujet. C'est sûr. Mais voilà, c'est ça que ça m'a appris ça. Puis ça m'a appris aussi que j'avais un entourage formidable, on le sait, mais maintenant, j'en suis encore plus convaincue. Pour rebondir, quand tu parles de ce que ça t'a appris, si je comprends bien, vous êtes plusieurs maintenant dans la boutique ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai embauché Ségolène qui a, depuis le mois de novembre maintenant, qui est là 15 heures par semaine, entre 10 et 15 heures par semaine. Et Ségolène, elle m'aide. Alors au départ, c'était m'aider pour souffler et puis qu'elle puisse être là le mercredi et le samedi. Et puis en fait, c'est bien plus que ça parce qu'on partage les projets ensemble et elle me donne son avis, elle me donne son regard sur tout ça. Et c'est vraiment chouette de la voir. Et là, j'ai embauché aussi ma maman parce qu'en fait, énorme. Elle était tout le temps là. Et parce qu'elle est super géniale et qu'elle est très souriante et très accueillante. Et en fait, quand j'étais petite, mes grands-parents maternels avaient une épicerie dans un petit village. Et je pense qu'en fait, elle a toujours grandi là-dedans. Et donc, elle sait ce que c'est. Et elle m'aide énormément. Je pense aussi qu'en bonne maman, elle a dû voir que j'étais un peu trop fatiguée au mois de novembre. Et du coup, elle est venue me donner des coups de main qui se sont transformés en contrat parce que je voulais aussi clarifier la chose et puis dire l'organisation c'est que tu viennes un jour par semaine, que je te paye pour ça. Alors bien sûr elle ne voulait pas, mais à un moment il y a un truc qui s'appelle la loi et donc et puis même je trouvais ça super chouette par rapport à ma maman de se dire je peux t'embaucher maman et donc du coup c'est assez génial de la voir et donc du coup c'est bien parce que il y a Ségolène qui est là le mercredi, ma maman le vendredi. Moi, je suis là dans tous les cas le samedi, on est à 2 parce qu'il y a un peu plus de monde. Et ça me permet, par exemple, de venir à ta rencontre et aussi de sortir un peu de ma boutique pour réfléchir et voir ce qui existe ailleurs, de monter d'autres projets, de faire d'autres partenariats. Et c'est pour ça que je les remercie parce que c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. Et puis ça te permet de pouvoir te poser aussi. Oui, aussi, c'est sympa. De ralentir un petit peu. C'est bien de ralentir. C'est vrai que je disais, j'ai démarré en mode bulldozer et tout, parce que j'étais toute seule aussi, puis parce qu'on se met toujours une grosse pression, qu'il y a le côté perfectionniste aussi qui revient. Là, d'avoir les filles, forcément, ça me facilite le côté plus slow. Mais c'est une organisation
Et c'est aussi un sacrifice sur une partie financière. Enfin, c'est pas un sacrifice, mais c'est un calcul différent des choses. Mais en tout cas, je le recommande vraiment. J'ai voulu me lancer seule parce que j'avais pas forcément d'associés à ce moment-là ou de personnes à qui je pensais. Puis ça a été tellement un besoin fort qui est venu de moi et que j'avais besoin de le réaliser que je me suis pas posé la question de m'associer. En revanche, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir des personnes clés sur lesquelles on peut se reposer parce que toute seule, c'est vraiment très compliqué. Oui, c'est sûr. En plus, après, des fois, on se dit aussi, les premiers mois, on veut tester ce que ça donne. Bah, c'est sûr. Ouais. Et après, voilà, de voir, d'ajuster. Donc, c'est ce que tu fais finalement. Exactement. Ça permet d'ajuster. Et puis, la vie des autres, c'est assez intéressant, quoi. Ça fait du bien. Super. Bah, écoute, merci à Justine. Donc, si vous voulez retrouver Justine, donc sur Instagram, je vous mettrai la page de Slow Mode et puis dans sa boutique, évidemment. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouveau chapitre de Se lancer vous a plu. Si vous souhaitez partager avec moi des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un email à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et attribuez au podcast une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont vos notes et vos avis qui permettent au podcast d'être visible, alors n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt à l'écoute de La Boussole.